Bonsoir à tous et bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Pendant tout l'été, vous retrouvez les meilleurs moments de la saison. Ce soir, place à une émission spéciale, une émission consacrée à 100% au football féminin. Rien que pour vous, deux Focus Club avec les Gâtinaises de Parthenay et le FCE Mérignac-Arlac. Le portrait d'une coach à Poitiers, Sophie Cornillo. Deux reportages, l'un sur l'arbitrage, l'autre sur la place du foot féminin dans le district de la Charente. Et puis on vous fera revivre la finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine entre Limoges et Gradignan. LFNA TV spécial Best of 100% foot féminin, c'est parti. Et on débute cette émission avec un point calendrier. Dans l'ordre, on débute avec l'AD1 Arkema. Pour rappel, seules les féminines des Girondins de Bordeaux représenteront la Nouvelle-Aquitaine dans un championnat de 12 équipes. En plus des Girondins de Bordeaux, il faudra compter sur l'AS Saint-Étienne, sur Dijon, Le Havre, l'En Avant Guingamp, le FC Fleury 91, le Lille Olympique Sporting Club, le club de Montpellier, les deux clubs parisiens, à savoir le Paris FC et le Paris Saint-Germain, mais également le Stade de Reims et le tenant du titre, évidemment l'Olympique Lyonnais qui va tenter d'aller chercher un 17e titre la saison prochaine. Bordeaux qui sera toujours entraîné par Patrice Lair qui vient de prolonger son contrat de 2 ans à la tête du club girondin. Les Bordelaises qui devront attaquer le championnat tambour battant avec un calendrier très compliqué d'entrée de jeu. Au programme, la réception du Paris Saint-Germain lors de la première journée, avant d'enchaîner un deuxième match à domicile face au Havre et d'aller défier le tenant du titre, l'Olympique Lyonnais en terre rhodanienne. Et qui dit début de saison compliqué, dit fin de saison acharnée. Les Bordelaises qui, si elles sont encore en course dans le sprint final, devront recevoir l'Olympique Lyonnais lors de la 22e et dernière journée de championnat qui aura lieu le 8 mai 2024. A noter que les playoffs de l'AD1 Arkema débuteront le 12 mai et que la finale aura lieu, elle, le 17 mai prochain. Pas de club de Nouvelle-Aquitaine en D2 féminine. En revanche, il y aura 2 formations de la région en 3e division. Le stade olympique Châtelleraudais et le FCE Mérignac-Arlac. Une division composée de 24 équipes réparties en 2 groupes. Dans le groupe A, il y aura Bourges Foot 18, le CA Paris 14, le club de Bréquigny-Rennes, le club de la Croix-Blanche Angers, La Roche-sur-Yon, l'Estac, le club de Troyes, Roubaix-Vervic, Saint-Denis, le Stade Malherbe de Caen, le club de Châtellerault pour représenter la Nouvelle-Aquitaine, le Stade Brestois 29 et un autre club breton, l'US Saint-Malo. Dans le groupe B, on retrouvera Longvic, l'AS Cannes, l'AS Latte, le club de Clermont Foot 63, le FCE Mérignac-Arlac, club de la région Nouvelle-Aquitaine du district de la Gironde, Grenoble Foot 38, le Puy Foot 43 Auvergne, le club de Nîmes Métropole Gare, les Crocos qui seront également opposés à l'Olympique de Valence, à la réserve de l'Olympique Lyonnais, au Toulouse Football Club et à l'US Colomiers. Concernant le calendrier de cette 3e division, voici la première journée du groupe A qui aura lieu le dimanche 17 septembre 2023 à 15h avec le club de Rennes opposé à Saint-Denis, Roubaix face à Brest, Saint-Malo contre Bourges Foot, Croix-Blanche-Angers face au CA Paris 14, l'Estac contre Vendée-La Roche et puis le club de Nouvelle-Aquitaine qui nous intéresse, le SO Châtellerault qui sera en déplacement en terre normande puisque Châtellerault ira défier le stade Malherbe de Caen. Dans le groupe B, la première journée aura lieu également le dimanche 17 septembre à 15h avec Grenoble face à Nîmes, Latte contre le Puy Foot 43, la réserve de l'Olympique Lyonnais en déplacement à Valence, il y aura Longvic face à Colomiers, Toulouse en terre clermontoise et puis le FCE Mérignac-Arlac qui débutera son championnat à domicile face à l'AS Cannes. Le FCE Mérignac-Arlac justement qui tentera de faire bonne figure dans ce groupe compliqué, une formation qui est tout simplement le club doyen de la région Nouvelle-Aquitaine. Au départ de l'aventure, une bande de copines qui en 1972 décide de créer une équipe, devenue 50 ans plus tard une référence. Découvrez ou redécouvrez cette institution néo-aquitaine grâce à un reportage signé Florian Sabatier. Si on a l'habitude de voir le football féminin par les différentes équipes de Nouvelle-Aquitaine évoluant en D1 Arkema, à l'image de Soyaux ou encore des Girondins de Bordeaux, le club doyen de la région n'est d'autre que Mérignac-Arlac qui a créé sa section depuis 50 ans maintenant sous la houlette de l'actuelle présidente Christine Fontero en tant que joueuse.
Au sein des écureuils, le but est simple, mettre l'équipe masculine et l'équipe féminine sur un pied d'égalité. On est parti entre copines, on était surtout des filles de dirigeants ou des femmes de joueurs ou de dirigeants aussi. Et on a décidé de monter cette section féminine donc dans l'année 72. On l'a constituée avec, et là c'était très particulier, c'est qu'on avait une équipe de hand qui jouait au SPUC en division 1, dont la capitaine était la femme de Tony Trijoulet, qui était donc à Arlac. Et on a décidé de monter cette section avec ces filles-là. Et le samedi soir, elles partaient jouer dans tous les coins de la France. Et le dimanche, elles étaient là avec nous sur les terrains. Et on a démarré, bien sûr, au plus bas niveau, puisqu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'équipes féminines. Voilà. Donc elle a été créée comme ça. Et ensuite, au fil des années, on avait une équipe 1, après une équipe 2. On a commencé à monter une école de football en 79 à peu près. Alors effectivement, à l'époque, ça ne ressemblait pas à ce qu'il y a aujourd'hui à Arlac. Mais c'est vrai que le club d'Arlac est un club qui a fait démarrer le foot féminin. Ça fait 50 ans que je suis dans le foot féminin et je me rends bien compte qu'effectivement, depuis quelques années, il y a un coup de projecteur sur le foot féminin avec la D1. Voilà, on le voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui se structurent. Alors après, est-ce que le fait d'avoir obligé les clubs pro à avoir une section féminine, ça a été l'élément déclencheur? Je pense que oui. Alors après, nos structures font qu'on a un cadre attractif. On a 2 synthétiques, on a 3 terrains en herbe à 11. Voilà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les mêmes installations que nous. Et puis après, la qualité de notre encadrement, on a des éducatrices au maximum, même si dans quelques équipes j'ai des éducateurs et je ne refuse pas les hommes, je prends surtout de la compétence. Donc on a des éducateurs et éducatrices diplômés et qui transmettent avec ferveur leur passion à des joueuses qui sont très sérieuses et très assidues. En tout cas, on travaille à ce que ce soit un peu plus structuré, un peu plus professionnel ici. Le fait d'avoir joué au niveau en D1 m'apporte cette expérience-là et des paramètres que je dois prendre en compte, moi, dans mon rôle de tous les jours, au niveau des suivis des joueuses, de leur cadre de vie, le côté professionnel, leur trouver un boulot, un appart, tout ça. Enfin, effectivement, ça fait partie aussi de mes missions. C'est également mon ressenti. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du club pour la section féminine. On est vraiment considérés au même titre que les garçons. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui est fait pour les garçons est également fait pour les filles. Depuis que ça a changé aussi de gouvernance en juin, on se sent beaucoup plus épaulé. Ça a toujours été le cas au sein du club, mais là on sent qu'il y a une proximité. Il y a notamment, comme vous avez pu le dire, Natacha qui est RTJ, qui est présente pour nous et qui est une personne ressource très très importante. Et que ce soit tous les bénévoles, dirigeants, autres équipes, vraiment on est une équipe à part entière et toute la section féminine est partie prenante du club et ça depuis longtemps maintenant. Le clin d'œil de ce week-end est forcément la victoire des U18 contre les Girondins de Bordeaux qui rappelle que la section féminine du FCE Mérignac-Carlac a des jeunes pétris de talent. La dernière en date est la défenseur de l'équipe première, Agathe Felden. La native de Châtellerault a pu goûter cet hiver à l'équipe de France U17 lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Inde. Toutes les composantes du club sont forcément fières d'elle et ne tarient pas d'éloges concernant la joueuse qui évolue au pôle espoir féminin de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr que c'est encourageant. Agathe, c'est notre vitrine au niveau du football féminin, c'est notre vitrine. En plus, c'est une fille qui est très gentille, très simple, très abordable, donc voilà, ça se passe très bien. Et puis c'est vrai que quand on dit qu'on a Agathe chez nous, déjà, c'est bien pour le club et puis c'est bien pour elle aussi qu'elle sache patienter, qu'elle ne brûle pas les étapes. Parce que c'est toujours le problème un petit peu quand on est jeune. Bon, bien sûr, on a envie d'aller jouer plus haut, on est un peu sollicité. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut quitter le cocon familial. Donc, elle prend son temps et je pense qu'elle prendra la bonne décision. Quand il faudra qu'elle parte, elle partira. Et on sera très fiers qu'elle parte jouer plus haut. Pour nous, c'est un avantage. Déjà, en termes de lisibilité, c'est très important. Le fait qu'elle joue avec nous, ça lui permet d'avoir du temps de jeu.
Peut-être qu'elle est jeune, hein, elle passe le bac cette année, elle a 17 ans, donc si elle était partie dans un club plus haut, elle aurait peut-être beaucoup moins joué, elle aurait eu beaucoup moins de temps de jeu. Mais pour nous, c'est une joueuse qui est très intéressante. Après, notre objectif, c'est de la faire progresser, de l'emmener. Elle est vraiment dans une démarche, pour ce qui la concerne, dans une démarche de haut niveau, puisqu'elle est tout pour l'espoir, donc elle s'entraîne toute la semaine. Mais pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir des joueuses comme ça. Le fait d'accéder à une des trois, ça peut nous permettre justement d'attirer et de faire jouer d'autres joueuses qui seraient dans son cas. Oui, bah après je pense que ça peut faire plaisir, oui, je le ressens pas trop comme ça. J'ai un peu de mal avec ça, mais oui, c'est aussi grâce au club que j'en suis là, puisque m'offrir la possibilité d'être titulaire toute la saison en D2, c'est quelque chose d'incroyable et je les remercie pour ça de m'avoir fait confiance. Ils ont aussi mis des choses en place pour que je puisse rester hébergée, par exemple. Donc voilà, tout se passe bien. Ouais. Je vous remercie. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance aussi de jouer l'Euro en fin d'année scolaire. Mais oui, c'est une expérience incroyable de vivre une Coupe du Monde. C'est autre chose que l'Euro. C'est un cap au-dessus. Il y a tout ce qui est télé, réseau qui viennent dans cette compétition. Mais ça a été une super expérience humaine et sportive. Malheureusement, on n'a pas fait un super résultat. Mais j'en tire quand même une bonne expérience. Et les nouvelles générations de la section féminine veulent également suivre leur propre parcours, puisque les U13 de Mérignac-Carlac ont lancé une cagnotte pour pouvoir participer à une compétition européenne se déroulant à Barcelone. Et pour réaliser leur rêve, elles avaient un stand où on pouvait se restaurer. En tout cas, une chose est sûre, l'histoire de Mérignac-Carlac continuera de s'écrire et de se conjuguer au féminin pour le plus grand bonheur des générations d'aujourd'hui et de demain. Après ce reportage consacré à Mérignac-Carlac, un point sur le championnat national U19 féminin. Un seul club représentera la région Nouvelle-Aquitaine à ce niveau, à savoir les Girondins de Bordeaux. Et on connaît le calendrier de la première journée. Bordeaux qui sera en déplacement à Nantes pour un classique du football français. Il y aura également le match entre Vendée-la-Roche et le Stade Brestois 29. Et puis Le Mans sera opposé à Guingamp. Match qui auront lieu le dimanche 10 septembre à 15h. Si l'ASJ Soyaux, club phare du foot féminin néo-aquitain, n'évoluera plus cette saison dans l'élite du foot français après sa rétrogradation en Régionale 1, le district de la Charente réalise un énorme travail pour renforcer la place des femmes dans le football. Le district qui s'est engagé dans une action fédérale pour accompagner et valoriser la place des femmes dans le foot sous la houlette de Marion Moine. Pour en savoir un peu plus sur cette action, nous vous proposons de revoir un reportage signé cette saison par Twami Nassiri. Oui, alors il y a une action fédérale menée par la Fédération française de football sous l'impulsion de la loi du sport qui va obliger en 2024 les fédérations à s'organiser différemment en termes de mixité et de parité. Donc notre action locale au district de la Charente s'inspire de ce mouvement fédéral et elle répond tout simplement à la question quelle est la place de la femme dans le football ? Alors la place de la femme est importante puisqu'au niveau national il y a 34 000 dirigeantes. Et en 10 ans, des bonds assez spectaculaires. Il y a eu plus 27% d'éducatrices, plus 40% d'arbitres et plus 25% de dirigeantes. Alors si on revient en Charente, nous avons 1050 licenciés féminines, 70% sont des joueuses et nous avons 318 dirigeantes dans les clubs. Alors, il y en a 9 qui sont présidentes de clubs, il y en a 4 qui participent au comité de direction du district, et puis il y en a une douzaine qui sont dans nos commissions pour faire vivre les activités du district au quotidien. Et donc, nous avons mis en place un projet, un plan d'action. Alors, la mission, je refais juste une reprise. Alors, pour mener à bien ce projet, cette réflexion, nous avons confié la mission à Marion Moine, qui est membre du comité de direction du district. Marion connaît bien l'environnement du football et des clubs, puisque je rappelle qu'elle a été joueuse, arbitre,
coprésidente de club et secrétaire de club également. Et Marion nous a proposé à un dernier comité de direction un plan d'action avec plusieurs actions, dont une qui voit son démarrage ce soir, et je lui laisserai le soin d'en parler. Mais nous avons aussi sur le plan de la pratique, nous sommes partenaires du projet de la fédération Tout Foot, qui va permettre à 6 clubs de notre district de mettre en avant les actions qu'ils font au profit des jeunes joueuses. Nous avons relancé la pratique du foot féminin, notamment chez les plus petites, et cela sous la houlette de la commission de développement du football féminin et d'Emma Gauthier, qui est notre conseillère technique départementale. Donc l'idée, c'est tout simplement que les jeunes filles pratiquent le plus souvent possible et entre elles. Et lorsqu'un club n'a que 1, 2 ou 3 licenciés, bien surtout qu'ils n'oublient pas de venir dans ces rassemblements. Donc ça s'appelle les dimanches du foot féminin. Il y a un dimanche par mois qui est dédié à la pratique entre filles. Et on s'est aperçu que c'était un élément de fidélisation important. Nous avons décidé de créer le club des femmes dirigeantes charentaises dans le cadre du plan mixité-parité lancé par la Fédération française de football. Donc ce club des dirigeantes charentaises consiste essentiellement à partager, échanger, recenser aussi les besoins des femmes dirigeantes au sein du district de football de la Charente. Donc nous allons réaliser ce soir notre première réunion de présentation. Donc 300 mails ont été envoyés auprès de toutes les licenciées dirigeantes féminines. Et nous avons eu 30 réponses sur ces 300 mails envoyés. Et ce soir, nous nous retrouvons ensemble avec une dizaine de dirigeantes qui ont bien voulu répondre présentes. Donc ce soir sera notre réunion de lancement. N'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, à nous communiquer votre envie de vouloir vous investir dans ce club des dirigeantes charentaises. Direction maintenant les Deux-Sèvres avec un club qui connaît une ascension fulgurante ces dernières années, à savoir les Gatinaises de Parthenay. En seulement 2 saisons, le club reste sur 2 montées consécutives et évoluera donc en départemental 1 la saison prochaine. Les joueuses dirigées par Alain Brenet ont réalisé une saison tout simplement exceptionnelle avec 15 points d'avance en tête du championnat et un total de 17 victoires en 18 matchs. Le 4 juin dernier, les Gatinaises ont également remporté le challenge du Poitou en battant en finale le Stade Poitvin 4-1. Quelle est donc la recette miracle de ce club à qui tout réussit ? Élément de réponse avec ce Focus Club consacré aux Gatinaises de Parthenay. Donc j'étais joueuse avant donc à Parthenay et puis quand on nous a fait comprendre que c'était pas intéressant, c'était un peu dénigrant parce qu'on avait fait une super saison, on avait fait un beau parcours et au final on n'était pas récompensé. Donc j'ai eu envie de créer ce club-là avec toutes mes coéquipières, mon coach. Et aujourd'hui ça fonctionne bien, donc on est plutôt contents. On a même plus de joueuses aujourd'hui qu'avant, donc c'est très bien. Ce qui m'a motivé surtout dans ce nouveau club, c'est déjà je ne pouvais pas laisser les filles comme ça. Elles m'ont demandé de faire quelque chose pour elles, parce que sinon je pense que la plupart n'auraient pu jamais jouer au foot. C'est un club qui a vu le jour au mois de juillet, fin juillet l'an passé, en 2021. Donc un club qui a tout juste une dizaine de mois. Écoutez, un bilan plutôt plus que positif parce que les objectifs et les ambitions étaient d'avoir 30-35 licenciés. Aujourd'hui, nous sommes 65, donc on est au double de ce qu'on avait pensé. Les filles arrivent de loin, elles arrivent de R2 pour la plupart. Et c'était quand même, on envisageait quand même beaucoup de la montée. On finit premier du championnat de Détroit parce que malheureusement on évoluait en R2 ici. On a été obligé de recommencer au plus bas niveau. Oui, honnêtement, oui. La montée, c'est pas une surprise du tout parce que j'ai quand même des filles qui ont un très 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 bon niveau. J'avais promis aux filles de les emmener jusqu'en finale. Après, face au Stade Poitvin qui a marqué plus de 100 buts, et on n'en pris que 5, je me disais que la tâche allait être très très compliquée. Et finalement, on a abordé le match de la plus belle manière et on mérite largement la victoire.
Il est historique, hein. Je pense qu'on a fait carton plein et c'est plus que satisfaisant parce qu'au départ, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était pas une super idée et au final, aujourd'hui, on nous félicite et on nous dit même qu'on a bien fait justement de créer ce club-là. Finaliste du championnat et du coup vainqueur de la coupe. Cette année, pour un début, c'est plutôt assez prometteur. Après, le fait que plusieurs personnes arrivent de différents clubs, il n'y avait pas non plus beaucoup de raisons pour qu'on reste en Détroit l'année prochaine au vu du niveau de certaines et du coup du niveau de l'ensemble puisque ça reste une grosse cohésion, ça reste une équipe. Voilà, la coupe, je dirais, c'est du bonus. Voilà, ça va avec, on prend. Je pense que la force de notre équipe, c'est déjà notre mentalité, notre envie de jouer et la maturité d'équipe. Et je le répète, on a des filles qui ont un très très bon niveau, donc pour moi, c'est pas une surprise. Des filles qui s'entendent bien, il y a une très très bonne ambiance dans le club, les filles se sont retrouvées, on a beaucoup de filles qui nous ont rejoint le fait qu'on soit 100% féminin et ça plaît beaucoup. Là aujourd'hui, on a 2 équipes engagées dans le championnat U14, U17, où là on a 2 équipes à 8, où on est bien. On a toujours répondu à tous nos matchs, on n'a jamais eu un forfait. Après, on a des jeunes de 6 à 11 ans. Là aussi, là, on est en train de travailler sur l'école, parce que tous ces éducateurs et éducatrices qui ont quitté donc leur précédent club souhaitaient justement continuer à œuvrer au niveau des jeunes. Et puis là, on est sur une dynamique, on va dire, importante, parce que c'est plutôt rassurant quand vous gagnez et quand vous montez au niveau du championnat, vous gagnez la coupe, où vous avez une très bonne ambiance, où les réseaux sociaux je dirais, sont très sympathiques nous concernant. Donc c'est plutôt, on peut penser que l'avenir peut devenir très intéressant concernant le FCG, le Football Club Les Gatinaises. Très intéressant aussi, c'est qu'elles nous rejoignent à l'entraînement et que on progresse tout ensemble. Et puis ça leur montre aussi, elles jouent pas que à 8, on s'entraîne sur une vision à 11 qu'elles auront plus tard, puisque pour l'instant elles jouent qu'à 8 dans notre club. Donc je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de qualité. Après, il va falloir attendre encore 1 ou 2 ans parce qu'elles ne sont pas prêtes à jouer en senior. Il ne faut pas griller les étapes, il faut y aller doucement. Mais je pense que oui, on a un réservoir, si je peux appeler ça comme ça, très très intéressant pour la suite de l'équipe senior. L'ambition, évidemment, c'est rapidement d'essayer de remonter en première division, au moins en première division, pour une bonne et simple raison, c'est que je pense que le groupe que l'on a, qui est de qualité, je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Bon, après, comme on va pas se prendre la tête, le but c'est qu'il faut travailler. Quand on veut y arriver à faire ce que l'on souhaite, c'est que ça passe par l'entraînement, ça passe par une bonne ambiance, ça passe par la confiance, ça passe par une qualité, je dirais, de l'ensemble de nos filles qui vont nous permettre, je pense, de monter. Et je pense que c'est aujourd'hui indispensable pour le FCG de au moins retrouver la première division. Alors les ambitions, les miennes pour la saison prochaine, elles sont claires. C'est encore une montée en première division. Et on va sûrement faire cette année la Coupe du Centre-Ouest. Peut-être la Coupe de France, mais c'est moins sûr si on est prêt ou pas. Et une remontée encore en championnat pour aller jusqu'en première division. Et ensuite, j'espère qu'on retrouvera le championnat régional. En tant que président, le but c'est quand même
de continuer à faire progresser ce club, pour avoir une référence au niveau de notre école de foot. C'est important que notre équipe senior pratique un bon niveau. Et puis je pense que aussi ça peut attirer là aussi un certain nombre de jeunes filles de très bonne et de très haute qualité qui peuvent aussi être intéressées par le fait qu'on soit en régional. J'ai de la demande, oui, j'en ai déjà 4 qui devraient intégrer l'équipe senior, l'équipe première senior. Il faut savoir quand même que dans le club, on a une équipe à 11 seniors, une équipe à 8. Donc il faut du monde. Moi, je souhaite une chose, c'est que les filles prennent plaisir à jouer au ballon. Nous, vous savez, on est une grande famille. On a un président qui a la tête sur les épaules, qui est un très très bon manager. Donc je lui fais confiance à 100%. Il me fait confiance à 100%. Les filles prennent du plaisir et qu'on arrive à monter les marches une par une, tous ensemble. Si on peut montrer que le football féminin est aussi passionnant que le football masculin, c'est une réussite. Si tu veux t'amuser, jouer au foot dans un bon esprit et une bonne ambiance, il faut venir au FCG. Un grand coup de chapeau aux Gâtinaises en espérant que le dicton Jamais 203 se vérifie cette saison. Dans cette émission 100% consacrée au football féminin, il est grand temps de parler arbitrage avec de bonnes nouvelles pour la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. La promotion au niveau national de 5 arbitres féminines de la Ligue suite à un stage de présélection des catégories fédérales féminines 3 et assistantes fédérales féminines 2 qui s'est déroulé du côté de Clairefontaine. 5 représentantes de la région ont été retenues. 2 arbitres centrales ont été nommés en 3e division avec Alexia Grouffier du Stade Bordelais et Priscilla Ournart du FC Porte d'Aquitaine 47 dans le district du Lot-et-Garonne. 3 arbitres assistantes ont été nommées en 2e division. Soline Barbe, Elisa Guindreau d'Espoir Oval de Saintonge en Charente-Maritime et Ingrid Nieri-Clos de Trélissac-Anton Périgord. La preuve que la Ligue travaille bien. Un grand bravo donc à ce club des 5. Comment se passe un stage chez les arbitres féminines en Nouvelle-Aquitaine? Réponse avec ce reportage d'LFNA TV. Bien, les filles, on a tout le monde. Allez, 5 minutes, on réveille un peu tout. Ingrid et Mathilde, vous êtes 4 assistantes spécifiques, donc 2 dans un groupe et 2 dans l'autre groupe. D'accord, ne vous mettez pas les 4 ensemble, il y a aussi Laurence et Marina. Donc le stage d'aujourd'hui, c'est notre stage de début de saison. On n'a pas pu le faire plus tôt, donc c'est pour ça qu'on le fait ce week-end. Et ce stage a une particularité puisque en fait, on souhaite regrouper toutes les arbitres féminines de la Ligue, donc qu'elles officient en district ou qu'elles officient sur les compétitions régionales. Donc on a vraiment un public très hétérogène puisqu'on a des âges différents, ça va de 14 ans jusqu'à 57. Et on a aussi des débutantes et des filles beaucoup plus expérimentées. Et après là. Allez, c'est le temps que ça monte au cerveau là. Et le corner roule but. Ah oui, je bien. C'était pas fini. Bah, c'est fini. Il y a 3 phases. Maintenant c'est fini. Il y a 3 phases. Il faut avoir la vision globale de l'action et ce qui vous avancera sur des appels de balles de droite et de gauche et qui vous permettra d'aller sur l'action suivante. Où est mon prochain problème? Et en permanence, où est mon prochain problème? On a travaillé ça ensemble. Je suis au tout début de l'arbitrage féminin au niveau de la fédération. J'étais un des premiers à arriver là-dedans. Donc c'est toujours pareil. Il y avait bien des arbitres féminines. Le problème, c'est qu'elles n'avaient pas leur place au milieu de tous ces hommes. Donc aujourd'hui, on a pris conscience qu'on devrait avoir des arbitres féminines, ce qui est le cas. Bon, le Covid nous a quand même un peu handicapés, comme handicapé les garçons, mais je trouve qu'aujourd'hui les formateurs que l'on a et dans tous les départements, on a des responsables d'arbitrage féminin qui permet de les fidéliser et de s'en occuper, quoi. Tu m'as signalé quoi? Ouais. Agathe, en fait, quand tu pars,
Ça met le doute. Aujourd'hui, dans la Ligue, on est à peu près à 140 féminines. Donc, on est une des ligues en France les mieux placées au niveau de l'effectif féminin. C'est sûr que moi, à l'époque où j'arbitrais, on se comptait sur les doigts d'une main presque. Donc voilà, ça a bien évolué. C'est aussi une volonté politique de notre Ligue de développer l'arbitrage féminin. Et je pense que justement, on a tout à y gagner de développer le foot féminin de manière générale, que ce soit les joueuses, que ce soit les arbitres, mais aussi les éducatrices, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'éducatrices sur les bords des terrains. Donc je pense que voilà, il y a aussi quelque chose à faire en travaillant main dans la main et en essayant de développer vraiment le foot féminin dans son ensemble. On est déjà plus. Allez, Christina, on fait les corps en arrière et hop, je veux te voir exploser là. Allez. Voilà. Ok, sur la ligne, donc on est dedans, je suis d'accord. Allez, on tourne. Deuxième situation. Au final, l'arbitrage, c'est aussi de la théorie et du physique. Donc certes, pendant un match, on va voir 3 arbitres, un central et 2 assistants, mais il ne faut pas oublier qu'un arbitre, il doit travailler son physique. C'est comme un joueur, à un moment donné, on fait les mêmes kilomètres qu'un joueur. Il faut que la condition physique soit présente sur le terrain et il faut que la théorie soit acquise aussi, puisqu'un arbitre doit connaître ses lois du jeu. Donc Laure, elle te demande quoi? Ah, coup franc pour la deuxième. Ok. Et elle te dit le numéro et la couleur? Rouge 9, ok. Rouge 9, vous êtes 9. Rouge. Ok. On fait partie des meilleures ligues sur toute la France au niveau de l'arbitrage féminin. Donc vraiment, c'est une vocation féminine. Je pense qu'on a aujourd'hui Sandra Renon qui est à la fédération et qui s'occupe de toute la formation. On a des piliers de l'arbitrage féminin, donc on devrait réussir maintenant. Il faut que tout le monde prenne conscience que des féminines, il n'en faut pas qu'en Gironde, il faut dans tous les départements et c'est ce qu'on va mettre en place. Donc il va falloir qu'ils jugent le hors-jeu, qu'ils regardent un œil ici si elle n'est pas sortie et en même temps qu'ils voient qu'il y a une faute. Et souvent, vous savez, on entend « Ah mais c'est devant lui, il ne voit pas ». Sauf que justement, plus ça va être devant vous et moins vous allez voir. Parce que c'est à mes pieds, déjà je vais être ça, je vais regarder là et plus en haut. Alors que plus je suis un peu éloignée et plus je vois dans l'ensemble. Donc je vais voir et les fautes du haut du corps et les fautes du bas du corps. Plus ça me rapproche, plus je vais me focaliser souvent sur le ballon. Nous, ce qu'on aimerait, c'est développer la masse, bien évidemment. Et ensuite, justement, une fois qu'on aurait cette masse, ça serait de pouvoir faire évoluer ces filles. Donc voilà, c'est vraiment que chacune arrive à trouver sa place. Celles qui veulent évoluer, qu'on puisse les accompagner. Et aussi ne pas oublier la masse. Donc on essaye de faire un petit peu ces différents groupes. Après, ce stage aussi nous permet de connaître les filles et de pouvoir affiner ces différents groupes avec des objectifs différents. Après les joueuses, les dirigeantes et les arbitres, nous souhaitions mettre en lumière dans cette émission spéciale les coachs. Parmi elles, Sophie Cornillo, qui a accepté en 2021 d'être suivie par les caméras d'LFNA TV à l'occasion d'une rencontre de l'entente sportive Poitiers 3 Cités, un portrait que l'on vous propose de redécouvrir ce soir dans cette émission. Humainement, c'est quelqu'un d'exigeante. Elle amène aussi son expérience et sa sérénité en dehors comme sur les entraînements et les matchs. J'ai commencé dans le football en étant joueuse. Voilà, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Dans une équipe de garçons avec mes copains à l'époque, en suivant mon papa sur les terrains. Et puis j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans dans diverses équipes. Donc j'ai joué pendant 4-5 ans avec les garçons. Et puis ensuite je suis venue jouer ici aux 3 Cités, puisqu'à l'époque c'était le club phare du département de la Vienne qui jouait en national. Donc ils étaient venus me chercher pour venir jouer. J'ai commencé à être éducatrice quand j'avais 17-18 ans, ici aux 3 Cités. Je jouais en senior et en fait, il y avait besoin de filles pour encadrer les petites. La fibre est venue, le plaisir d'encadrer, de donner des conseils, d'avoir un impact sur le jeu m'a tout de suite pris. Les 14 que j'ai choisis, les filles, c'est 14 filles qui doivent tout donner, de la première à la 95e minute. Vous le savez, on est un groupe, on est 18. Je fais des choix, je laisse des filles à la maison
Ces filles, elles ont envie d'être là. Donc, vous n'avez pas le droit d'être suffisante en match. J'ai tendance à dire que je me prépare comme si je jouais. Déjà dans mon week-end, peut-être plus que quand j'étais joueuse, j'avoue. Je fais attention à mon alimentation le samedi, un peu comme si j'allais moi-même jouer le dimanche, voilà, à faire attention un peu aussi le samedi soir, à me coucher tôt. J'ai besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir en redonner aux joueuses. J'ai vu en elle quelque chose où elle était vraiment très ambitieuse pour le club et pour le foot féminin. Alors qu'elle n'était plus dans le club depuis un certain nombre d'années. Elle a déclaré pendant cette rencontre qu'elle croyait au projet du club de Poitiers-Trois-Cités. Elle ferait tout pour le réussir. C'est elle qui va calmer tout le monde. Elle a toujours les mots justes. On n'est que des êtres humains, on peut se tromper sur certaines décisions, mais elle reste toujours dans cette même lignée, droite et calme dans toutes ses décisions en fait. Ça fait 20 minutes qu'on joue, on n'a pas fait 3 passes, d'accord? Donc vous rejouez au foot si vous voulez espérer gagner ce match, d'accord? Et vous arrêtez de vous prendre la tête sur des broutilles, c'est tout le monde qui joue ensemble, ok? À l'extérieur, je suis responsable des ressources humaines d'une association dans le secteur médico-social. Le rapprochement que je peux faire entre les deux choses, c'est le management, parce que être coach de foot, c'est avant tout gérer des personnes. Elle est posée, calme, c'est exactement la même à l'extérieur du foot comme au bord d'un terrain. Le foot prend beaucoup de temps. Donc je passe toute la journée au travail, comme tout le monde, avec un temps plein, donc du lundi au vendredi. Et puis ici, on a mis en place 3 entraînements par semaine, plus le dimanche. Donc on va dire, il me reste 2 soirées à disposition pour ma vie personnelle. Elle est très ambitieuse pour le club et pour la section féminine. Le fait qu'elle soit exigeante, ça nous oblige, nous, à être à la hauteur aussi au niveau du club. J'aime tout en fait dans le coaching, tout ce qui se passe, toute la préparation de la semaine. J'aime être sur le terrain pour donner une dynamique, travailler des techniques, de la tactique. Et puis j'aime aussi la vie qu'on a en dehors, la préparation des groupes. Voilà. Je rêve en fait de pouvoir leur faire découvrir, parce que c'est un groupe qui le mérite, ce que c'est que de partir sur un week-end quand on joue à un plus haut niveau, de passer une soirée ensemble en mise au vert, voilà, de découvrir ces rapports-là qui se créent dans un groupe. Je rêve qu'elle puisse le vivre parce qu'elle le mérite, et c'est aussi ça qui fait la beauté du foot et du sport collectif. On termine cette émission 100% féminine avec un retour sur la finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine qui avait lieu samedi 10 juin sur la pelouse de l'Èche-Cap-Ferré. Le FC Gradignan, club du district de la Gironde, était opposé au Limoges Football. Un duel 100% régional 1 qui nous a livré un match passionnant avec pas mal de rebondissements. Le résumé de cette finale est signé de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Ça va commencer dans quelques instants. Allez, c'est parti. Début de cette rencontre entre Gradignan et Limoges pour savoir qui va soulever ce trophée de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, on le rappelle, pour la catégorie féminine. Avant forcément la rencontre phare entre l'Èche-Cap-Ferré et la réserve de Pau. Attention à ce premier centre, la tentative, ah là là, elle est un peu trop courte du Courrèges Loup. Pour essayer de gratter des bons ballons. Attention, belle chevauchée par Léa Palfré qui va centrer au second poteau. On essaie de se dégager tant bien que mal de la part de Limoges. Attention, la frappe enchaînée. Oh, elle passe un peu au-dessus. La frappe d'Honor Osguet, la capitaine de Gradignan. Assistant du côté gauche avec du Courrèges Loup. Belle récupération de balle. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Pas de position de hors-jeu pour l'attaquante. Oh, elle va tenter quelque chose et ça passe juste au-dessus. Oh là là, qu'elle manque peut-être de lucidité. Pendant qu'on a le COP de Limoges qui chante. Attention, le centre pour la tête peut-être de Calouin. Non! Oh là là, ça passe pas très loin. Là aussi, la reprise de la part de Laura Camus.
Ça passe pas très loin pour l'instant. Aucune frappe cadrée de chaque côté. Attention, Limoges qui a réussi à récupérer le ballon, poussé par ses coéquipiers. Attention, la numéro 7 qui va tenter, qui va rentrer dans la surface de réparation. L'arrêt, la frappe. Oh, le double arrêt de la part d'Audrey Souletti. L'ultime rempart de Gradignan qui répond présent dès la 12e minute de jeu. De joueuses de taille. Donc on essaie de trouver avec du courage Lou qui tente de frapper, malheureusement c'est pas trouvé. Attention, le ballon est dégagé, on récupère tout aussitôt de la part de Gradignan. Le jeu a une touche de balle. Attention, l'ouverture du score de la part de Margot Dervou qui ouvre la marque dès la 17e minute de jeu. Superbe jeu à une touche de balle de la part de Gradignan qui mène 1-0 grâce au but de Margot Dervou. D'aller avancer avec Benkassem. Allez, il va falloir trouver une solution. Il y aurait peut-être un peu plus de verticalité à trouver avec Lou Ducourèges qui arrive à trouver presque Margot Dervou. Attention, la possibilité cette fois-ci. Il y a un nouveau face à face avec Manon Garguel. Allez, il va falloir peut-être servir en retrait. Le retrait, il est fait. Et voilà le but. L'égalisation de la part de Chloé Zamorano. Ça fait un partout, le match est complètement fou, 18e minute de jeu et déjà un partout entre les deux formations. Encore une fois, attention, et le ballon est capté, oh non, oh là là, et quelle erreur de la part de la gardienne. Et le but de la numéro 8, Margot Dervou, qui vient permettre à l'équipe de Gradignan de mener 2-1, mais quelle erreur incroyable de la part de la gardienne de but. Ah là là, elle est au fond du seau, hein, la numéro 1 qui n'est d'autre que Raphaël Dubois. Que c'est dommage. Ah là là, 2-1. Niveau du duel, mais très bien joué de la part de Benkassem. On va décaler pour Palfrey. Allez, Palfrey qui est peut-être tout seul qui va tenter de centrer pour Benkassem. Et du courage Lou, le poteau de la part de la numéro 11 de Gradignan. Un entre-deux. Le ballon est pour Ducourèges, Benkassem. Et fin de cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est Gradignan qui mène sur le score de 2-1 avec notamment Margot Dervou qui avait ouvert la marque dès la 17e minute, 18e minute de jeu. C'était Zamorano et après à la 21e, il y a eu une petite erreur qui coûte cher pour l'instant à Limoges sur le score de 2-1 à la 21e minute de jeu. Rien n'est fait, rien n'est acquis pour Gradignan puisque Limoges peut revenir. En tout cas, on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde période entre Gradignan et Limoges pour cette finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Allez, attention le centre. On va trouver la tête. Oh là là, ça passe juste au-dessus. Ça passe juste au-dessus pour Océane Blanc. Dommage que sa reprise n'ait pas fait mouche pour Gradignan qui aurait pu se soulager. Attention, Jessica Calouin qui va peut-être trouver. La gardienne était sortie. Oh, quelle erreur de la part de la défense. Et elle arrive à résister. Le lob et elle ouvre. Et le deuxième but de la part de Limoges. Et ben voilà. C'est le but de Manon Garguel. Quelle intuition, quel génie de la part de la numéro 7 rouge qui a réussi à battre la gardienne qui était légèrement avancée. Mais quel but de la part de la numéro 7 qui remet les compteurs à 0, 2 buts partout entre Gradignan et Limoges. On peut pas lui enlever. Et puis elle est dans tout. Les bons coups presque. Oh là 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 là, attention. Et peut-être. Et l'arrêt en deux temps. Non. Ça sera un corner. Mais superbe chevauché de la part de Margot Dervou. Attention le centre. On tente quelque chose. Peut-être une nouvelle frappe. La numéro 7 et la parade là aussi. Elle s'est étendue de tout son long. Raphaël Dubois pour écarter le danger en corner. Margot Dervou qui va centrer. On boxe des points de la part de Dubois. On ne veut pas prendre de danger. Elle va pouvoir centrer une nouvelle fois Dervou. La tête.
Et ben voilà, le troisième but, me semble-t-il, n'est pas signé Benkassem. Je me demande si c'est pas Sabrina Melli. C'est allé très très vite. C'est allé trop vite même. Superbe tête smatchée. Attention, on va tenter de l'envoyer. Et Benkassem ça passe juste au-dessus de la part d'Iman Benkassem. Et voilà, on va rentrer les amis dans une poignée de secondes, 10 exactement, dans le temps additionnel de cette rencontre. Attention, Manon Gargoel sur son côté droit, Manon Gargoel, oh là 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 là, c'est dommage. Elle a peut-être confondu, comme on a tendance à dire, vitesse et précipitation, et donc manque de lucidité, et malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. Le centre qui va être effectué, peut-être une tête, la tête, ça passe juste au-dessus. Et c'est la fin de cette rencontre et victoire de Gradignan dans cette finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Voilà le trophée pour l'équipe de Gironde. Et bien voilà, ça sera un premier trophée glané. Voilà, et bien victoire 3-2. On vous rappelle notamment les buteuses avec Margot Dervaux qui avait marqué à la 17e minute, 18e Zamorano. La petite erreur de main à la 21e minute de la part de la gardienne de but Raphaël Dubois. Nous avons eu à la 78e minute de jeu le but de Mélie et il y a eu une égalisation de la part de Limoges avec Manon Gargoel un peu après l'heure de jeu. Cette émission spéciale foot féminin est désormais terminée. N'hésitez pas à la commenter et à partager comme vous le faites régulièrement. Un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, masculin ou féminin, ça reste un jeu, même l'été.